crise au Niger, pourquoi la France et les États-Unis ne sont pas alignés? La France se tient prête à soutenir une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Un scénario rejeté par les États-Unis, qui plaide pour une solution diplomatique. Des divergences qui s'expliquent par des intérêts propres aux deux pays dans la région. La France et les États-Unis l'ont tout de suite reconnu, avec la chute du président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par un coup d'État militaire, l'Occident a perdu un allié stratégique au Niger. Mais au-delà de ce constat, très vite, des premières divergences ont fait irruption entre les deux partenaires principaux du gouvernement déchu. Avec, en particulier, des points de vue très différents sur la réponse à adopter face à une junte qui s'accroche au pouvoir. Entre diplomaties américaines et françaises, le clivage s'est intensifié à l'issue de la première réunion des dirigeants des pays de la CEDEAO au sujet du Niger, le 10 août dernier. La France et les États-Unis ont approuvé la position de leurs alliés d'Afrique de l'Ouest. Mais chacun à leur manière. Alors que Paris affirmait son plein soutien à l'ensemble des conclusions de la CEDEAO, y compris les plus radicales, Washington insistait de son côté sur la détermination de la CEDEAO à explorer toutes les options pour une résolution pacifique de la crise. Le 15 août, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, ajoutait même que les États-Unis restaient concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Comme vous l'avez entendu, la position des États-Unis semble se détacher de plus en plus de celle de la France concernant le dossier du Niger. Et le simple fait qu'ils aient décidé d'y envoyer une ambassadrice peut être très révélateur de leurs intentions. Est-ce que cette éventuelle arrivée de l'ambassadrice Fitzgibbon vaudrait reconnaissance de facto par les États-Unis du régime putschiste à Niamey? Écoutez, c'est difficile de répondre directement à cette question. D'abord parce que de sources américaines, il n'y a pas du tout de confirmation. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que quelques heures après que l'affaire a sorti, eh bien, ça agite évidemment, on peut imaginer, le landerneau diplomatique, notamment de la part des pays alliés, stratégiquement alliés et de coopération du Niger. Donc on peut penser que le torchon brûle un peu entre Paris et Washington pour donner une vision assez claire de la manière dont on veut résoudre la crise. Je ne vous apprends rien en vous disant que les ambassades sont un moyen très simple de jauger la relation entre deux États. Si le Cameroun et le Gabon ont chacun l'ambassade de l'autre sur leur sol, ça suppose que leurs relations sont bonnes. Si le Cameroun renvoie l'ambassadeur du Gabon, ça peut être pour marquer un désaccord avec la politique du Gabon. Et pareil s'il rappelle son ambassadeur. Et la totale, s'il n'y a pas d'ambassade du Cameroun au Gabon ou d'ambassade du Gabon au Cameroun, ça veut dire qu'a priori, ces deux pays n'ont pas de relations diplomatiques. Lorsqu'on est conscient de ça, on se demande pourquoi est-ce que les États-Unis, qui pourtant depuis le début insistent sur la remise au pouvoir de Mohamed Bazoum, à coup de sanctions et autres coupures de l'aide au développement, les États-Unis ont décidé de suspendre certains programmes d'aide étrangère en raison du brusque transfert de pouvoir qui a eu lieu le mois dernier. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a annoncé cette décision, soulignant que l'aide américaine dépend de la gouvernance démocratique et du respect de l'ordre constitutionnel dans le pays. Selon Blinken, certains programmes bénéficiant au gouvernement du Niger seront suspendus pendant que les responsables américains évaluent la situation sur le terrain. Il a réitéré l'appel à la restauration immédiate de l'ordre démocratique et du gouvernement élu du Niger. Pourquoi donc ces mêmes États-Unis-là envoient-ils donc une nouvelle ambassadrice au Niger? Ambassade qu'ils avaient d'ailleurs fait évacuer. La raison la plus évidente serait de maintenir une bonne entente diplomatique malgré tout avec le Niger. Pendant que la France et ses valets continuent de bondir de gauche à droite, de proférer des menaces contre le Niger, les États-Unis, eux, poussent leurs pions silencieusement. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Le maintien de leurs troupes militaires présentes au Niger, sans aucun doute. On l'a peut-être oublié, mais les États-Unis aussi disposent quand même de près de 1000 soldats sur le territoire nigérien. Ce qui fait de ce pays un allié de choix en Afrique de l'Ouest face à Moscou et Pékin. Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les bérets verts, force spéciale de l'armée de terre américaine. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes.
À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel. Enfin, officiellement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Niger, vous avez déjà l'armée américaine qui a une base de drones dans la capitale Niamey. Et en plus, elle en construit une deuxième dans la ville d'Agadez pour un coût de 110 millions de dollars. Donc on se demande bien pourquoi les Américains ont besoin d'une troisième base de drones située dans la ville de Dirkou, cette fois-ci opérée par la CIA. Et Joe Penny me dit aussi qu'il y a au Niger non seulement une rivalité entre la CIA et l'armée américaine, mais également entre les Américains et les Français. Car les Français ont également une base de drones au Niger et les Français ne sont pas vraiment habitués à voir d'autres pays occidentaux opérer dans l'une de leurs anciennes colonies françaises en Afrique. Rappelons que les liens économiques entre la France et le Niger sont très proches puisque beaucoup de l'énergie nucléaire française dépend de l'uranium qui vient du Niger. Mais est-ce que c'est là leur seul intérêt? Je ne pense pas. Et j'aimerais partager ma vision avec vous. Une longueur de 4128 km traversant le Nigeria, le Niger et l'Algérie, le gazoduc transsaharien ou TSGP a tout du projet pharaonique. Et pourtant, la Compagnie nationale des hydrocarbures nigériane, la NNPC, vient d'annoncer qu'elle était prête à poser la première pierre, le début de la mise en chantier de la partie nigériane d'un méga-projet. Le gazoduc doit en effet permettre de remonter le gaz contenu dans les immenses réserves du delta du Niger pour être acheminé vers les pipelines existants en Méditerranée. Ainsi, le TSGP permettra de déverser chaque année 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers 3 autres pipelines, tous reliés au continent européen. Maghreb Europe et Medgaz tournés vers l'ouest et le Transméditerranéan qui traverse la botte italienne. Voilà donc, avec l'uranium, l'une des raisons pour lesquelles la France se montre tellement investie au Niger, au point où ses vassaux africains parlent d'intervention militaire. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, dans un souci d'être en phase avec les États-Unis, les pays membres de l'Union africaine ont arrêté, entre guillemets, d'utiliser le gaz russe. Maintenant, il faut d'abord que le gaz change de nationalité et devienne chinois pour qu'ils puissent l'acheter. Parce qu'il fallait donc diversifier les sources d'achat de gaz, ils se retrouvent à acheter le gaz américain. Gaz qui, en passant, est acheté plus cher. Ce fameux projet de gazoduc transsahélien aurait alors été pour eux l'occasion de justement avoir du gaz, mais surtout de se détacher de l'influence américaine. Parce que je ne pense pas que tu puisses désobéir à l'oncle Sam quand c'est lui qui te vend ce qui te permet de ne pas mourir durant l'hiver. Cet article renforce même cette idée que les États-Unis veulent renforcer leur emprise sur l'Europe en utilisant le terme diplomatie du gaz. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Les mêmes qui s'énervent que des pays africains ne dénoncent pas le conflit en Ukraine sont les mêmes qui disent que ce n'est pas parce qu'on est allié qu'on doit avoir le même avis. L'hôpital, la charité, tout ça. Même si bizarrement il refuse aux autres cette souveraineté qu'il réclame de forte voix pour son peuple, le président français mène depuis une bataille pour faire de l'Europe une troisième superpuissance. Mais comment devenir une superpuissance si votre survie dépend des États-Unis dont vous voulez justement sortir de l'influence? La France et plus globalement l'Union européenne jouent donc peut-être sur ce coup-là leurs cartes les plus importantes et ils ne vont pas lâcher de sitôt. Leurs soldats sont encore sur le territoire nigérien. Le Niger est toujours entouré de pays qui ne jurent que par le drapeau tricolore. Du côté de la France, il semble déjà se méfier des États-Unis. Et ici en Afrique, et plus particulièrement au Niger, nous devrions faire pareil. Il y a eu des manifestations devant les bases militaires françaises. Il n'y a pas de raison que les bases militaires américaines restent.
Aujourd'hui, des gens font la queue pour se faire enrôler dans les forces de défense en cas d'une attaque de la CEDEAO, qui sera forcément une attaque des forces françaises présentes sur le territoire sous couvert de la CEDEAO. Mais posons-nous une question. Même si Mohamed Bazoum redevient président de fait du pays, quelle armée va-t-il diriger? La même armée où personne ne s'est levé pour le défendre? Quel peuple va-t-il gouverner? Le même peuple qui se prépare à barrer la route à ceux qui veulent le rétablir? Posons-nous cette question. À l'heure où les États-Unis jouent leur hégémonie et l'Europe son autonomie stratégique, qu'est-ce que l'Afrique devrait chercher à accomplir et à atteindre comme objectif?